Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, évidemment, pour les causes, on a presque déjà terminé de faire allusion à ça. Parce que si on nous pose la question de savoir d'où vient, n'est-ce pas, ce mouvement-là, qu'est-ce qui est à l'origine, n'est-ce pas, de son développement, de sa naissance, on va retourner encore à l'histoire pour interroger le contexte. Et interroger le contexte, c'est tout simplement revenir à cette situation, n'est-ce pas, de l'exercice du pouvoir par un certain nombre de personnalités qui s'appellent Mazarin, qui s'appelle Richelieu, mais surtout, n'est-ce pas, Louis XIV. Alors, ce Louis XIV-là, évidemment, c'est lui qui va exercer le pouvoir pendant très longtemps à la suite, n'est-ce pas, de ces personnalités qui vont assurer la régence en France. Donc Louis XIV, n'est-ce pas, va centraliser le pouvoir en France. Donc dès son accession au pouvoir, il va capitaliser tout ce que ses prédécesseurs avaient fait et il va donc créer une sorte de monarchie absolue. Une sorte de monarchie absolue. Donc, la monarchie absolue, c'est quoi? C'est le fait de dire tout simplement que tous les pouvoirs, n'est-ce pas, annexes, parallèles, qui se rattachent, n'est-ce pas, au pouvoir du roi en tant que tel, tous ces pouvoirs parallèles sont définitivement centralisés entre les mains de cet homme, et c'est lui qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans partage. Et donc, il n'y a qu'une seule parole, il n'y a qu'une seule cause, c'est celle, n'est-ce pas, du roi. Et donc, il doit nécessairement être écouté. Et ses mots, ses volontés sont des ordres. C'est à peu près comme ça qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, l'idée de monarchie absolue. Donc, c'est un règne sans partage qui n'admet pas la contradiction et qui est fondé sur le principe selon lequel le roi lui-même, Louis XIV, était un roi soleil. Donc voilà un peu le surnom que Louis XIV va se donner. Une fois arrivé au pouvoir, donc il va véritablement s'imposer comme une figure emblématique, une figure presque divine, donc qui impose à sa société une certaine manière de le voir, de l'apprécier et de le considérer. Et c'est ça qui va se poursuivre pendant longtemps. Et je disais donc que ce pouvoir absolu, cette centralisation, n'est-ce pas, monarchique, exercée par Louis XIV, va véritablement être l'élément déclencheur pour la naissance de l'esprit classique. C'est vrai que Richelieu et Mazarin ont fait un gros travail, comme je l'ai dit, mais c'est lui-même, Louis XIV, qui sera le maître d'œuvre de la consolidation de ces acquis qui ont été, en tout cas, préparés par Richelieu et Mazarin. Donc, Louis XIV va véritablement faire de l'homme français un homme obéissant, un homme qui écoute sa raison, un homme qui est obligé de fonder son existence sur des règles précises. Et justement, je reviendrai même sur ces règles de conduite, n'est-ce pas, que l'homme français était obligé d'adopter sous le règne, n'est-ce pas, de Louis XIV. Et ce sont ces comportements nouveaux, rénovés, ces comportements révisés, n'est-ce pas, qui vont être le socle même de ce qu'on appelle l'esprit classique. Et donc, c'est ça qui va être véritablement le fond de ce qu'on appelle le mouvement classique. Alors, maintenant, pour ce qui concerne les conséquences, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le classicisme, une fois que le classicisme en tant que mouvement a pris forme et s'est mis à se développer en France, qu'est-ce qui va se présenter comme conséquence de cet esprit classique? Alors, les conséquences au plan social, c'est quoi? C'est tout simplement l'adoption de ce que l'on appelle tout simplement la décence comme valeur.
Parce que le classicisme, c'est des valeurs. Hein. C'est avant tout un certain nombre de valeurs, n'est-ce pas? Et parmi ces valeurs, il y en a une qui était essentielle. Il s'agissait, n'est-ce pas, de la décence. La décence. Alors, la décence, il y a aussi, si vous voulez, la notion d'équilibre, n'est-ce pas? L'équilibre, la décence. Il y a aussi ce qu'on appelle la notion de goût. Voilà. Donc le goût, la décence et l'équilibre. Il y a aussi, si vous voulez, ce qu'on appelle le sens de la mesure. Le sens de la mesure. Alors, donc, les conséquences de l'adoption de l'esprit classique, voilà, les conséquences les plus immédiates, ce sont des conséquences au plan social. Ça veut dire que l'homme du XVIe siècle, il adopte ces valeurs-là, de décence, d'équilibre, de goût et de mesure. Et si vous faites un peu attention, pratiquement tous ces concepts-là, toutes ces valeurs, n'est-ce pas, ont quelque chose en partage. Hein, parce que pratiquement dans la décence, dans l'équilibre, dans la mesure et dans le goût, il y a toujours l'idée, n'est-ce pas, de raison qui est présente. Hein. On ne peut pas exclure la notion, n'est-ce pas, de raison de ces 3 ou bien 4 éléments que je viens de citer. Et donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que avec l'avènement de ce qu'on appelle l'esprit classique, évidemment, la société française du XVIIe siècle devient plus regardante dans sa manière de parler, sa manière d'agir, sa manière de faire, sa manière de se comporter. Et donc, c'est des comportements qui sont marqués par la décence. Ça veut dire que je ne fais rien qui puisse heurter la morale publique. Donc, parce que la notion de morale elle-même est au cœur, n'est-ce pas, de l'esprit classique. Donc, c'est cette société-là qu'on a au XVIIe siècle, une société fondamentalement décente, qui cherche à cadrer ses actions et ses initiatives autour de la notion de décence. Il faut être décent, ça veut dire que j'observe, j'étudie mes comportements, mes propos, mes manières de faire et d'agir, je les calque sur, n'est-ce pas, la volonté du groupe. Et la volonté du groupe, c'est quoi? C'est que nous ne devons rien faire qui puisse heurter ou bien scandaliser notre prochain. Et donc, c'est ça l'idée de décence. Et la plupart, donc, ou bien presque toute la société française à l'époque adhérait à cet esprit selon lequel il faut vraiment faire des choses qui soient véritablement en phase avec ce que veut la morale publique. Il y a aussi le sens de l'équilibre, c'est-à-dire les hommes du XVe siècle, n'est-ce pas, qui étaient inféodés à ce qu'on appelle l'esprit classique, c'était aussi des hommes qui avaient un certain amour de l'équilibre, si vous voulez. Voilà, l'équilibre, c'est quoi? C'est le fait de ne pas trop se pencher à gauche ni à droite, mais de garder la ligne. Et donc, l'équilibre, c'est vraiment, si vous voulez, une posture morale et intellectuelle et sociale. C'est le fait, véritablement, d'éviter de tomber dans des travers qui pourraient, en tout cas, amener les autres à nous regarder comme un paria. Donc, l'équilibre, c'est ça. Et donc, l'équilibre était cultivé en tout. Voilà, il n'y avait pas d'excès. Voilà, les gens refusaient de tomber dans l'excès parce que tout simplement, l'excès pouvait faire, n'est-ce pas, de l'individu, en tout cas, qui l'exprime, une sorte de cancer social. Et c'est un peu la raison pour laquelle chacun, en ce qui le concerne, essayait de faire de son mieux pour garder l'équilibre, garder la ligne qui est tracée par le groupe, la ligne qui est tracée par la société elle-même. Il y a aussi la notion de goût qui occupait une place essentielle chez les hommes et les femmes de ce siècle. Le goût, c'est quoi? Mais c'est le fait, en quelque sorte, de considérer que
on ne doit pas prendre tout ce qui nous arrive sans observation, sans discernement. Voilà, le goût, c'est le fait de préférer ce qu'il y a de meilleur en tout. Et donc, au plan vestimentaire, au plan du langage, n'est-ce pas, au plan du comportement, il y avait en quelque sorte une volonté du public, de la société, de choisir ce qu'il y avait de meilleur. Hein? Donc il y avait vraiment une idée de sélection qui habitait la société, et c'est ce qui fait que justement, voilà, ces hommes et ces femmes de ce siècle-là avaient ce qu'on appelait le sens du goût. Voilà, tout était étudié, même au plan culinaire. Voilà, il fallait véritablement choisir ce qu'il y avait de plus appétissant, voilà, ce qu'il y avait de meilleur, n'est-ce pas, dans cette proposition-là. Et donc, c'est ça qui fait justement que le goût en tant que tel était un élément clé, hein, pour comprendre un peu les choix faits par cette société française du XVIIe siècle. Alors, quand on dit aussi que l'esprit classique a permis de développer le culte de la mesure, on est renvoyé du coup à la notion d'équilibre. La mesure et l'équilibre vont ensemble. Voilà. Le sens de la mesure, c'est quoi? C'est le fait, n'est-ce pas, de ne prendre en toute chose que ce qui est nécessaire et d'éviter en tout cas, porter une parole, par exemple, qui pourrait être considérée démesurée, ou bien qui pourrait être considérée comme une sorte de camouflet à la morale sociale. Donc, la mesure était aussi un élément clé dans les comportements de l'homme dans cette société du XVIIe siècle. Donc, voilà un peu quelques valeurs. Nous ne prétendons pas épuiser, n'est-ce pas, ces valeurs-là, loin s'en faut, mais voilà, ces valeurs-là que nous avons énoncées étaient parmi celles que l'on considérait comme des valeurs fondamentales au niveau de cet esprit, n'est-ce pas, classique au XVIIe siècle. Alors, maintenant, au plan purement littéraire, évidemment, de lettres de cette époque vont eux aussi, en tout cas, essayer d'entériner, de donner, n'est-ce pas, un sens et une véritable portée à ces valeurs que nous avons énoncées. Donc, ce que l'on voit au cœur de la société, ces comportements qui étaient des comportements de valeur et qui sont adoptés par la société française sous l'influence de son roi, Louis XIV. Donc, ces valeurs-là fondamentales qui étaient toutes véritablement cadrées sur la raison, et donc ces valeurs vont être répercutées au plan de la création littéraire. Et donc, on va assister au développement, à l'essor d'un certain nombre de genres littéraires. L'époque classique est vraiment une époque très riche en termes de création. Ça allait dans tous les sens. Il y avait ce qu'on appelait des maximes. Mais ça, hein, donc les maximes, c'est un sous-genre littéraire. Il y avait ce qu'on appelle les correspondances aussi. On pourrait y revenir. Il y avait ce qu'on appelait le roman. Il y avait aussi la poésie. La poésie, bon, on peut ajouter la fable, mais la fable aussi c'est de la poésie. Mais on peut l'ajouter et on va expliquer. Donc les fables, disons, voilà, mais le genre dominant sur lequel on va vraiment s'appesantir vers la fin de notre cours, c'est le genre théâtral. C'est le théâtre qui était de loin le genre dominant à cette époque-là. Mais voilà, tous ces types de littérature vont se développer au XVIIe siècle pendant l'époque classique. Et donc, ce qui fait en tout cas la particularité du développement d'autant de genres littéraires,
c'est tout simplement ce qu'ils avaient en partage, à savoir l'exploration de la raison en tant qu'outil, instrument qui doit montrer la direction dans le sens de la création. Donc, il y avait pratiquement dans toutes ces catégories d'œuvres, n'est-ce pas, poésie, roman, correspondance, maxime, on sentait nettement que l'écrivain, en produisant, n'est-ce pas, gardait en mémoire la nécessité de donner la parole à la raison à chaque fois. Donc la lumière de la raison était vraiment au cœur de ces créations littéraires. On pourra y revenir plus largement avec des exemples que nous allons, n'est-ce pas, proposer, des extraits. Mais en tous les cas, le dénominateur commun de l'ensemble de ces types de productions, c'était vraiment la place essentielle qui était accordée à la raison, à la lumière de la raison, au sens du discernement. Donc, tous ces éléments étaient au cœur de la création littéraire à l'époque. Alors, maintenant, en attendant d'approfondir tout ça, nous allons évidemment parler de deux phénomènes emblématiques de l'esprit classique. Il s'agit, n'est-ce pas, du phénomène des salons et du phénomène de l'honnête homme, qui est vraiment un modèle d'homme remarquable et donc très valeureux, qui s'est épanoui au cours de ce siècle. Donc, dans quelques petits instants, nous allons aborder ce dernier point de notre leçon avant de nous projeter vers l'avenir pour compléter, n'est-ce pas, cette séance que nous avons commencée. Suivi d'école au Sénégal,